Bonjour, bienvenue à notre vidéo, une fois encore de plus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce thème lié à la thématique de la demande du consommateur et la notion d'élasticité. Et nous allons spécifiquement nous intéresser aux effets de substitution et de revenus, comme vous pouvez le voir sur ce slide. La fois dernière, dans notre précédente vidéo, nous avions vu la décomposition de l'impact de la variation du prix d'un bien sur la demande de ce bien en termes d'effet de substitution et d'effet de revenu par la méthode de Sulski. Et dans cette vidéo, nous allons faire la même démarche, mais cette fois-ci, nous allons utiliser la méthode de John Hicks. Et pour cela, nous partons de notre programme initial, à savoir les conditions d'équilibre initial que nous avons là à travers le programme objectif optimal. Le programme objectif initial avant la variation de prix que voici. Et qu'est-ce que nous constatons? Avec ce programme objectif primal, nous avons directement une fonction d'utilité du consommateur qui est maximisée sous sa contrainte. Et à la suite de cette maximisation de la fonction d'utilité du consommateur, nous arrivons à l'optimum que voici. C'est-à-dire que ce programme que nous avons là peut être optimisé suivant plein de méthodes. Nous avions vu dans nos vidéos précédentes qu'on peut trouver ces quantités optimales en utilisant soit la méthode mathématique, à savoir le Lagrangien, soit la méthode de substitution, qui est une autre méthode mathématique, soit la méthode économique, ou même soit la méthode graphique. Et nous arrivons à ces quantités optimales que nous obtenons quand nous résolvons ce programme objectif primal. Et vous constatez avec moi que chacune de ces quantités demandées, X0 et Y0, sont fonction du revenu du consommateur, du prix des biens qui sont substituables au bien X ou au bien Y, et du prix du bien en question, soit PX quand il s'agit de ce bien, soit PY quand il s'agit de celui-ci. Et nous arrivons à ces quantités optimales. Donc la question qu'on va se poser est celle de savoir qu'est-ce qui se passerait si le prix d'un des biens variait, toutes choses égales par ailleurs. Et dans cette optique, nous allons décomposer l'impact de cette variation en termes d'effet de substitution et d'effet revenu, et en utilisant la méthode de X dans cette vidéo, bien sûr. Et nous pouvons partir maintenant d'une situation d'augmentation du revenu du consommateur. Qu'est-ce que nous supposons? Nous supposons que le prix du bien X augmente, comme nous pouvons le voir là. Nous supposons que PX augmente, ce qui suppose quoi? Que P0 va être plus faible que P1. Et cette variation du prix du bien X va nous permettre d'établir une seconde condition qui est obtenue à la suite de la variation du prix du bien X, que nous appelons les conditions d'équilibre final. Et ces conditions d'équilibre final sont prises en compte par le programme que voici, à savoir le programme objectif final après augmentation. Et ce programme objectif final intègre quoi? Le maximum d'utilité du consommateur sous sa contrainte budgétaire, mais vous constatez avec moi que cette contrainte budgétaire intègre le nouveau prix P1. Et dans la réalité économique, c'est ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire qu'on passe d'une condition initiale. À partir de cette condition, nous déterminons les quantités optimales. S'il y a variation de prix d'un des biens, toutes choses égales par ailleurs, nous pouvons calculer les conditions finales. Et ces conditions finales nous permettent d'arriver à des quantités finales que nous avons là. X1, comme vous pouvez le voir là, X1 là, à travers cette quantité-là, X1, et Y1 ici. Et nous constatons que ces quantités intègrent non seulement le revenu initial du consommateur, et en même temps, elles intègrent aussi les différents prix, qu'elles soient complémentaires ou substituables. Et nous arrivons et en plus de cela, ça intègre le nouveau prix. Dans une réalité économique, c'est ce qui se passe. Mais les économistes sont tentés de savoir si le bien est un bien typique, ce qui suppose que
le bien obéit à la loi de la demande, intuitivement, nous pouvons savoir que quand le prix augmente, comme nous pouvons le voir là, de P0 à PX1, la quantité demandée doit normalement baisser. Et nous constatons là que X0 est supérieur à X1. En d'autres termes, quand le prix augmente, toutes choses égales par ailleurs, et que, en supposant que le bien est un bien typique, ce qui est normal pour les biens dans les cas les plus habituels, et quand ce prix augmente, la quantité demandée du bien doit normalement baisser. Et c'est ce que nous avions interprété là. Et dans la réalité économique, c'est ce qui se passe. Mais théoriquement, on peut maintenant décomposer l'effet de l'augmentation du prix sur la quantité demandée du bien en deux effets, en un effet de substitution, et en un effet revenu. Et pour cela, nous avons, dans la précédente vidéo, nous avions utilisé la méthode de Jeune-Siliski. Dans celle-ci, nous utilisons en ce moment, en termes de décomposition, nous utilisons la méthode de John Hicks. Et cette méthode est basée sur quoi? Elle est basée sur la constance du niveau d'utilité du consommateur. En un mot, nous supposons que quand le prix du bien varie, le consommateur va toujours avoir le même niveau d'utilité, mais pas forcément le même panier que précédemment. Mais John Hicks va faire en sorte que, à la suite de la variation du prix, le consommateur doit toujours avoir le même niveau d'utilité. Et en faisant cela, c'est comme s'il inhibe l'effet revenu dans un premier temps et permet maintenant de capter l'impact de la variation du prix sur la quantité demandée au niveau de l'équilibre final lié suite à la variation du prix du bien. Et pour arriver à cette situation, nous pouvons partir de notre programme initial que voici. Ça, c'est un programme initial avant la variation du prix. Et vous constatez avec moi que nous avons le prix PX0 là. Ça, c'est le programme initial. Et ce programme initial nous permet d'obtenir ces quantités optimales que nous avons là. Et à partir de ces quantités optimales, nous faisons l'hypothèse que le prix du bien varie. Et quand le prix du bien varie, cela va entraîner forcément un ajustement du consommateur en termes d'achat des deux biens X et Y, dans la mesure où nous supposons que les deux biens sont substituables. Et avec son prix initial, le consommateur arrive à obtenir un niveau d'utilité U0. Et graphiquement, on verra dans la suite de cet exposé, que ce niveau d'utilité initiale va être tangente à la courbe, à la contrainte budgétaire initiale que voici. Et c'est à partir de là que X va introduire une nouvelle compréhension en disant qu'il serait possible de trouver un équilibre intermédiaire. Mais cet équilibre intermédiaire doit être obtenu en supposant qu'il y a une contrainte budgétaire intermédiaire que nous allons obtenir qui va être tangente à cette même courbe d'indifférence. Donc, pour un départ, avant la variation du prix du bien, le consommateur peut accéder à X0 ici et Y0 là. Et pour un niveau d'utilité que nous avons ici, U0. Et nous continuons dans cette analyse. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette courbe d'indifférence U0 est forcément associée à ce panier, au panier initial qui est obtenu par la résolution du programme objectif initial. Et dans la méthodologie de John Hicks, cette courbe d'indifférence doit avoir la même pente que la contrainte budgétaire intermédiaire. En d'autres termes, une nouvelle contrainte budgétaire qui doit être tangente à la courbe d'indifférence initiale. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir le programme objectif intermédiaire. C'est ce programme objectif intermédiaire qui va nous permettre d'obtenir l'équilibre intermédiaire. Et ce programme objectif intermédiaire est obtenu en maximisant l'utilité du consommateur sous la contrainte intermédiaire. Et cette contrainte intermédiaire qui est captée par l'existence de ce revenu fictif
En réalité, ce revenu, il n'existe pas. À l'image de la méthode de Eugène Siliski, dans cette méthode aussi, ce revenu intermédiaire qui est capté, qui est un revenu intermédiaire fictif, est créé pour les besoins de l'analyse. Mais ce revenu intermédiaire intègre quoi? Ce revenu intermédiaire permet d'avoir une contrainte budgétaire intermédiaire qui intègre le prix après variation et l'ancien prix du bien qui n'a pas varié. Ce qui va nous permettre de conclure que, en termes de pente, la pente de la contrainte initiale, la voici, et la pente de la contrainte intermédiaire, la voici. Nous constatons que les deux pentes ont le même dénominateur, mais de numérateurs différents, ce qui conduit à la conclusion que les deux pentes sont différentes. Donc si les deux pentes sont différentes, cela va supposer que cela va nous permettre de conclure que la contrainte budgétaire primale et initiale, disons, obtenue au niveau du programme objectif primal doit être séquente à cette contrainte budgétaire initiale et intermédiaire que nous avons, car les deux contraintes n'ont pas la même pente, donc elles ne peuvent pas être parallèles. Donc elles seront séquentes dans le plan. Et nous avions dit que dans la méthode de jeunes de X, cette nouvelle contrainte intermédiaire là que nous avions écrite là, qui va nous permettre d'inférer le revenu xien intermédiaire, cette contrainte là doit avoir la même pente que la courbe d'indifférence initiale U0. Donc mathématiquement, on peut résoudre cette équation en calculant la pente associée à la courbe d'indifférence associée à ce niveau d'utilité. Et cette pente doit être égale à la pente de cette courbe budgétaire intermédiaire qui n'est autre chose que moins Px1y, Py disons. Moins Px1 sur Py qui est la pente de la contrainte intermédiaire de la méthode. En d'autres termes, pour ramasser un peu cette notion qui est hyper importante, pour déterminer le revenu intermédiaire xien, il faudrait que l'étudiant soit capable de déterminer d'abord l'expression de la courbe d'indifférence associée au panier initial. Et une fois qu'il a l'expression associée à cette contrainte, au panier, il a l'expression de la courbe d'indifférence associée à l'utilité qui est à son tour obtenue par le calcul de l'utilité du panier en question. Cela va nous permettre d'avoir une pente associée à cette contrainte, à ce niveau d'utilité. Et la pente associée à l'équation de la courbe d'indifférence, qui est obtenue par la résolution de cette équation, doit être égale à la contrainte intermédiaire. C'est inutile de rappeler que cette contrainte intermédiaire est une contrainte intermédiaire fictive qui a été créée pour les besoins de l'analyse et qui permet d'inhiber en réalité l'effet revenu. Et cette contrainte-là, qui a pour pente moins Px1 sur Py, doit être égale à la pente associée à U0, c'est-à-dire à l'expression de la courbe d'indifférence inférieure à partir de U0. Et à partir de la résolution de cette égalité, de cette équation, nous obtenons en ce moment le revenu RH. Et cela va nous permettre maintenant de passer de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire, et ce qui va nous permettre de connaître en ce moment les effets, l'impact de la variation du prix suite et l'impact de la variation du prix sur la demande du consommateur en termes d'effet de substitution. Et la résolution de ce programme objectif va nous permettre d'avoir cet équilibre intermédiaire. Ce sont les quantités que le consommateur peut avoir à partir de ce programme objectif intermédiaire que nous avons là. Et ces quantités aussi vont être fonction des différents prix. Et cela va nous permettre maintenant d'inférer l'effet substitution. Et l'effet substitution qui va être graphiquement être considéré comme le passage de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire va permettre au consommateur de remplacer, sinon de substituer au bien qui est devenu relativement cher, le bien qui est moins cher, mais ce remplacement est dû uniquement au fait que
les prix avaient varié. Dans le cas d'espèces, les prix ont augmenté. Donc, en d'autres termes, l'effet de substitution sur le ski peut être défini comme étant la possibilité qu'a le consommateur de remplacer le bien qui est devenu relativement plus cher par un bien qui est devenu relativement moins cher suite à la variation du prix. Donc, si par exemple, comme dans le cas d'espèce, le prix a augmenté, ça veut dire que le prix du bien X a augmenté, ça veut dire que le consommateur va remplacer le bien X par le bien Y qui est devenu relativement moins cher, dans la mesure où le bien X était devenu relativement plus cher. Et cet effet sur X et Y sont calculés à partir de la différence entre la quantité qui est obtenue à la suite de la résolution du programme objectif intermédiaire et la quantité qui est obtenue à partir de la résolution du programme initial X0. Cela va nous permettre de capter l'effet substitution prix. Et maintenant, qu'en est-il de l'effet substitution revenu? Cet effet est déterminé par le passage de l'équilibre intermédiaire à l'équilibre final. Et nous avions dit que dans la réalité économique, c'est-à-dire dans la vie réelle, l'équilibre intermédiaire n'existe pas. Ce sont les besoins théoriques qui permettent d'allouer un revenu fictif que nous avons appelé RH. Et nous avons démontré comment on détermine ce revenu RH à travers le programme objectif intermédiaire. Donc, quand le consommateur passe de son équilibre intermédiaire pour arriver à l'équilibre final, on trouve les quantités qui permettent de justifier l'effet revenu. Et cet effet revenu s'obtient par la maximisation du revenu et du programme objectif final. Ce programme objectif final intègre quoi? Il intègre le niveau d'utilité, la fonction d'utilité du consommateur et en même temps la contrainte budgétaire finale. Vous constatez avec moi que cette contrainte budgétaire finale prend en compte le revenu initial du consommateur, le nouveau prix suite à la variation du prix du bien et enfin le prix du bien qui n'a pas varié qui est dans ce cas PY. Et voici ce programme objectif final. En résolvant ce programme objectif final, nous obtenons les quantités X1, XY1 qui sont normalement fonction du prix du bien X, du prix du bien Y et du revenu initial du consommateur. Et le passage maintenant de l'équilibre intermédiaire qui est obtenu par la résolution du programme intermédiaire qui intègre le revenu fictif et à cet équilibre final va nous permettre d'avoir l'effet de substitution, l'effet revenu. Et cela, nous pouvons mathématiquement obtenir cet effet en faisant la différence entre la quantité finale et la quantité intermédiaire sur X, la quantité finale sur Y et la quantité intermédiaire sur Y. Et cela va nous permettre de capter l'impact de la variation du prix sur la quantité demandée du bien, mais qui va être due maintenant à la variation du pouvoir d'achat du consommateur. D'où la définition de l'effet revenu, qui est par définition l'impact de la variation que peut faire le consommateur dans ses acquisitions de biens et services. Mais cet impact est dû à quoi? Est dû au fait que le consommateur va substituer le bien qui est devenu relativement moins cher au bien qui est devenu relativement plus cher. Mais cette substitution est due à quoi? Elle est due pas à la variation du prix, mais simplement elle est due à la variation de son pouvoir d'achat. D'où la définition que nous devons retenir par rapport à l'effet de substitution, de substitution revenu. Et cet effet, une fois qu'on connaît l'effet de substitution revenu et que nous connaissons l'effet de substitution prix, nous pouvons trouver l'effet total. L'effet total va être en ce moment la somme des deux effets. Et vous constatez avec moi que le passage de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire va nous permettre de capter l'effet de substitution prix. Et le passage de l'équilibre intermédiaire à l'équilibre final va nous permettre de capter l'effet revenu. Donc en faisant la somme des deux effets, comme vous pouvez le constater ici, nous pouvons trouver en ce moment l'effet total. Et l'effet total est obtenu comment? En faisant la différence entre les quantités optimales que nous obtenons
à l'équilibre final, moins les quantités optimales que nous obtenons ici à l'équilibre intermédiaire que nous avons là, x0. Et ce qui va nous permettre maintenant d'annuler les xh comme vous pouvez le voir, et cela va nous permettre d'avoir cette situation. De manière ramassée une fois encore de plus, l'effet total est obtenu en faisant la différence entre les quantités optimales qui sont obtenues à la suite de l'optimisation du programme objectif initial et l'optimisation du programme objectif final. Comme c'est un calcul de variation, ça va être la valeur finale moins la valeur initiale. Et la valeur finale, c'est la quantité obtenue par la résolution du programme objectif final qui est x1, moins la quantité obtenue par la résolution du programme objectif initial qui est x0. Il y va de même pour y aussi, que nous n'avons pas à représenter, mais on peut faire le calcul en faisant toujours les quantités optimales initiales, finales, moins les quantités optimales initiales pour trouver l'effet total. Et de manière graphique, nous pouvons représenter ou ramasser tout ce que nous avions dit en présentant les trois équilibres. Le premier équilibre n'est autre chose que l'équilibre initial. Et nous constatons que l'équilibre initial nous permet de maximiser le programme objectif et de maximiser la fonction d'utilité du consommateur sous sa contrainte budgétaire initiale. Et vous voyez qu'on a P0 ici, le revenu initial c'est R, et nous avons ici PY. La résolution de ce programme nous permet d'obtenir les quantités initiales X0, Y0 que nous voyons là. Et de manière graphique, cela va nous permettre d'arriver à ces conclusions. Que si par exemple nous pouvons maintenant représenter la contrainte budgétaire, on voit ici cette contrainte budgétaire initiale que nous avons là, nous pouvons la représenter. Et c'est sa représentation qui nous permet d'avoir ces valeurs-là. C'est-à-dire que si x est égal à 0, y va faire cette valeur-là, la valeur R sur PY, tandis que si y ici est égal à 0, nous obtenons que x va faire R sur PX0. Ça, c'est le programme, la contrainte budgétaire initiale que nous avons ici. Et cette contrainte budgétaire va être tangente à l'optimum, au niveau de l'optimum que nous avons x0, y0, à la courbe d'indifférence U0. C'est ça notre courbe d'indifférence U0. C'est-à-dire que nous obtenons cette valeur I0 en remplaçant x0 que nous avons là et y0 que nous avons là dans la fonction d'utilité ici, cette fonction d'utilité. Et une fois qu'on remplace x0, ces valeurs x0, y0 là, nous obtenons ce niveau d'utilité qui va nous permettre de représenter cette contrainte. Et ça, c'est l'équilibre initial. Et maintenant, cet équilibre initial, nous pouvons, à partir de cet équilibre initial, maintenant, théoriquement créer un revenu fictif qui va nous, sur la base de la méthodologie xienne, il faut que la contrainte budgétaire et intermédiaire que nous créons, qui n'existe pas dans la vraie vie, doit être créée de telle sorte que cette nouvelle contrainte doit être tangente à celle-ci. Mais avant cela, nous devons maintenant présenter le programme objectif intermédiaire. Et ce programme objectif intermédiaire, qui va nous permettre d'inférer l'équilibre intermédiaire, va nous permettre d'avoir RH. Et ce RH va nous permettre d'écrire cette contrainte-là. Et cette nouvelle contrainte va intégrer le revenu fictif, le revenu X1 transitoire et le nouveau prix PX1. Et cela va être, sachant que PY ne varie pas, et nous avons la quantité XH, YH qui sont obtenues par la résolution de ce programme objectif. Et en représentant cette contrainte, nouvelle contrainte, sous l'hypothèse qu'elle soit tangente à notre courbe d'indifférence I0, va nous permettre d'avoir en réalité l'équilibre transitoire. Et cet équilibre transitoire va nous permettre en ce moment va nous permettre maintenant de calculer l'équilibre, l'effet substitution prix. Cet effet substitution prix est obtenu par le passage de x0 sur x, bien sûr, par le passage de x0 à xh. Tandis que sur y, ça va faire le passage de y0 à yh, qu'on va appeler l'équilibre intermédiaire. Et à partir
de cet équilibre intermédiaire, nous pouvons maintenant passer à l'équilibre final. Et l'équilibre final s'obtient par la résolution du programme objectif final. Ce programme objectif final intègre quoi? Il intègre le revenu initial du consommateur, que nous voyons là, le prix PX et PX1, le nouveau prix, et l'ancien prix PY qui n'a pas varié. Et nous constatons que c'est en réalité c'est ce programme final qui existe dans la réalité économique. Et cela va nous permettre de représenter cette nouvelle contrainte. Et vous conviendrez avec moi que cette nouvelle contrainte a la même pente que celle de la contrainte intermédiaire parce qu'elles auront la même pente PX1 sur PY. Donc elles vont être parallèles et c'est ce que nous constatons là, que PX1 et la courbe en rouge, elle est parallèle à la courbe en jaune que nous voyons là, qui est la contrainte budgétaire. Ça, c'est la contrainte budgétaire intermédiaire. Ça, c'est la contrainte budgétaire finale. Et cette contrainte budgétaire aussi va être tangente, cette fois-ci, à une nouvelle courbe d'indifférence que nous notons UX1, Y1. Et nous avons cet équilibre X1, Y1. Le passage de HX1H à X1, c'est ce passage qui prend en compte l'effet de substitution. Et voilà ce que vous devrez retenir sur ce chapitre, sur ce point, sur notre module. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui va prendre en compte une nouvelle thématique. Merci.